Vous écoutez Des Voix qui portent, un programme audio proposé par La Parole Donnée. Michel Sajne est directeur de la publication du journal culturel gratuit La Strada, qu'il a fondé il y a une vingtaine d'années à Nice. Distribué dans les Alpes-Maritimes, le Var et Monaco, La Strada est un bimensuel bien installé dans le paysage médiatique régional, avec des éditos et des rubriques qui tranchent, par leur ton, leur originalité et leur diversité, avec la prose consensuelle et convenue. Dans cet entretien réalisé au siège de La Strada, à Saint-Laurent-du-Var, Michel Sajne revient sur son parcours de combattant culturel et l'engagement de ceux qui participent à ses côtés à la rédaction de ce journal atypique. À travers de nombreux exemples, il rappelle également que la culture reste le fondement de la cohésion sociale et qu'elle occupe une place majeure dans l'économie du pays, ce qu'on oublie souvent de souligner. Donc, je m'appelle Michel Sajne, je suis directeur de publication d'un journal et pas un magazine qui s'appelle La Strada, un journal culturel. Je suis aussi producteur de spectacles avec une société qui s'appelle Image Publique. Je suis responsable d'une association qui s'appelle La Coopérative et j'ai aidé à monter une boîte de distribution qui s'appelle Street Media. Me définir, c'est on va dire que j'espère être un acteur culturel et j'espère que je livre aux gens une analyse culturelle et non pas factuelle de ce qui se passe autour d'eux, puisque mon combat, c'est de dire que l'information est trop rapide, qu'on la contextualise jamais et que les gens ne savent pas exactement de quoi ils parlent. J'ai l'impression que l'histoire a commencé avec la création des chaînes d'information continue, donc j'aimerais bien qu'on fasse le lien avec ce qu'il y avait avant pour qu'il y ait un après. Bon, j'ai toujours été très frustré. En étant jeune, je lisais des poèmes à la radio. Et au début, c'était des poèmes des autres avec des montages sonores. Puis après, ça a été des poèmes à moi. Je faisais ça avec les ateliers de création de Radio France, avec Daniel Allary. Et en même temps, je faisais une enquête sur l'extrême droite niçoise. Le hasard, et je le dis avec d'énormes guillemets, a fait que dans une soirée, on m'a lynché, on m'a pété la gueule, et je ne pouvais plus lire à la radio parce que je n'avais pas assez d'argent pour me payer l'appareil dentaire, et je zozotais, donc le directeur d'antenne m'a viré. Et donc j'ai fait un choix, parce qu'à l'époque... j'étais très frustré. On a monté une association. Cette association s'appelait Verbe d'État, dans laquelle on a travaillé dans la rue avec des peintres. C'était pas encore du street art, c'était des peintres qui faisaient sur des toiles, des jeunes stylistes un peu punk, et puis des groupes de rock. On a rempli le Cours Saléa, on a rempli plein d'endroits. Cette chose-là, au bout d'un moment, avec des enfants, m'a donné envie de devenir entrepreneur de spectacle pour gagner ma vie. C'est la plus grosse connerie que j'ai jamais faite, parce que les gens du showbiz, ils ont un QI d'huître. Et j'ai fait ça pendant 15 ans. Et à l'occasion de cette chose-là, il s'est passé un truc très bizarre, c'est que je me suis aperçu que les journaux locaux, il y avait toujours la photo, mais pas avec le bon nom, la bonne date, il n'y avait rien qui marchait. Donc j'ai commencé à faire un dépliant avec des gens qui eux aussi étaient des acteurs culturels importants, un petit dépliant qui était une espèce de tract, et après m'est venue l'idée de faire un journal. À l'époque, il y avait un petit journal dans le Vieux-Nice qui s'appelait Le Farfelu, et je trouvais que c'était bien fait, c'était un petit truc de proximité, une A3 pliée en 3 qui était super bien faite. J'ai voulu le racheter parce qu'ils étaient mal, et c'est à ce moment-là que j'ai fait mon premier infarctus, parce qu'à côté je faisais du social à l'Ariane sur un stage expérimental très compliqué. Donc première chose, à la suite de ça, j'ai récupéré le mec qui était commercial là-dedans, j'ai monté un tabloïd qui s'appelait Intervista. Alors Intervista parce que Interview de Warhol, c'est un annuel que je trouvais splendide. Et puis Intervista parce que c'était aussi le titre d'un film à Fellini. Et moi je considère que je suis plus proche de mes frères transfrontaliers italiens que des Marseillais. Je me sens pas très français, plutôt niçois, piémontais, yougoslave et portugais, ce qui sont mes origines. Et donc quand j'ai monté Intervista parce que j'avais toujours besoin de ce journal pour travailler. Et en même temps il y avait mes vieilles velléités d'écriture là-dedans. Et donc j'ai commencé à monter un canard. Ce canard s'est planté parce que je me suis fait escroquer par le commercial. J'étais un peu naïf à l'époque. Et j'ai continué après à faire un peu showbiz et puis de la formation professionnelle pour les régisseurs et les gens comme ça. Et puis, très tardivement, je suis parti de Nice après les problèmes que m'avait fait le maire de Nice. À l'occasion d'un concert de Noir Désir, le chanteur a dit « Oh, vous avez changé de médecin », tout le monde rigole. Il dit « Comment s'appelle le nouveau ?» Il paraît qu'il s'occupe mieux des palmiers que des SDF. Et tout le monde crie le nom du maire, enculé. Je reçois une lettre pour me dire « Vous avez convoqué une camarilla de musiciens qui se produit sous le nom de Noir Désir et qui s'est permis de m'insulter alors que je suis le premier magistrat de la ville et j'ai donné des ordres pour que vous ne puissiez plus bénéficier des équipements collectifs. »
Donc, à ce moment-là, Noir Désir était en conférence de presse ce jour-là, avec, il y avait Stéphane Davé du Monde et tout, et donc la lettre a été publiée, et j'ai donc dit au directeur de cabinet que s'il continuait, bien entendu, j'allais porter plainte, et qu'après Le Monde, viendraient d'autres journaux, et que ça serait très ennuyeux pour la ville de Nice. Donc j'ai pu continuer à travailler avec d'énormes heures, avec la mairie et tout. Donc bien sûr, tout ça m'a pris énormément de temps, et un jour, j'ai changé donc d'adresse. Je suis venu habiter en France, comme disait les Niçois, de l'autre côté du Var. Je suis venu m'installer ici parce qu'on avait eu une vieille maison de famille que ma femme avait. On s'est installé, on a installé le journal. Et à partir de là, m'est revenu, avec un peu de paix, l'envie de faire un journal. Et donc là, j'ai remonté un canard et j'ai démarré avec ma boîte de concerts qui payait ça. Ça a été la première édition. Puis la deuxième édition qui est arrivée, c'est que bêtement, quand j'ai pu à peu près paraître régulièrement, et là les gens il y avait Bernard Oex de la CEMEC qui était la boîte d'événementiel municipale qui faisait les concerts, l'équipe ancienne du théâtre de Nice avec Madi Léo et puis sa copine qui travaillait là-bas, qui me donnait des conseils, qui essayait d'un peu financer avec de la pub, et j'ai donné toute la collection parce que Nice Matin était dirigé à l'époque par un garçon que j'avais connu quand j'étais jeune, parce que quand je lisais mes poèmes, je faisais aussi des pages punk de Nice Matin, qui s'appelait Parallèle, avec Marie-Pierre Polizevich, et j'allais fumer ma clope avec un jeune journaliste, un peu plus vieux que moi, qui s'appelait Michel Comboul. Je dis, tiens, je fais un canard, on va voir ce qu'il en pense, et j'ai demandé à Jean-François Roubaud, qui était un pote, de lui amener la collection. Il m'a convoqué directement. Bon, déjà, c'est sa fille qui était fan du journal. Et lui, il le trouvait vraiment atypique. Et on s'est retrouvés. C'était assez bien. Et donc, il m'a aidé. Il m'a fait déposer le titre à l'INPI pour que ça soit mon apport en société, que je ne mette pas d'argent. Et lui a pris les 51% parce qu'il avait un groupe au-dessus de lui. On a fait 2 ans ensemble. Son diagnostic m'a beaucoup aidé. Il me disait, vous faites de la sauce tomate qui est ratée, en fait. Elle est trop cuite. Elle est caramélisée. Et vous faites que 40 couverts à midi, mais il y a des gens de partout qui veulent manger votre sauce tomate. Moi, je vous demande de faire la même chose, mais pour 400 personnes, et un service à midi et un service le soir. Donc on a décidé de devenir quinzomadaire. Et puis il m'a laissé 3 mois pour lui sortir une maquette et améliorer ce que je faisais. Ce que j'ai fait lui a plu. Et on est parti, on a démarré, et on est resté 2 ans ensemble, jusqu'à ce qu'on se dispute avec les gens de Philippe Aki, à l'occasion d'un sondage qui m'a fait rire. Et puis après, avec les gens d'Ersan, voilà, moi, c'était pas possible. C'était vraiment abominable. Lui est parti et il m'a donné le choix, soit intégrer Nice Matin avec une paye très correcte, soit continuer avec la petite misère que je me touche, mais libre. Donc il a payé les frais, c'était pas énorme parce que j'étais presque rentable la première année, les 2 premières années. Et il m'a laissé un peu d'avance et il m'a laissé ma liberté, il m'a laissé le journal. J'avais le choix entre les deux, j'ai choisi le journal et il a été très content d'ailleurs. Alors l'idée de départ, la baseline explique tout. L'essentiel de la culture au pays des paradoxes. Alors nous sommes au pays des paradoxes parce que chez nous, le problème ethnique qui est mis en avant pour Marseille, et où moi je crois que c'est un fantasme parisien de dire que les gens là sont très mélangés, c'est faux. Chez nous, ils sont très mélangés, mais en plus socialement et ethniquement. C'est-à-dire qu'on a plus de nationalités, on a des gens qui dorment dans des cartons, qui sont ou des migrants, ou des gens des SDF qui n'ont pas de chance, mais on a des gens qui arrivent en yacht de 130 mètres. Donc c'est très compliqué. On a des Arabes qui vivent dans les HLM qui sont stigmatisés, mais on a des Arabes qui ont loué des plages privées qui arrivent en yacht. Et c'est tout pareil. Donc on est dans un pays des paradoxes. Au départ, pour moi, le pays des paradoxes, c'est un peu la Côte d'Azur. La zone d'influence, c'est le Var, les Alpes-Maritimes. Mais de notre côté, c'est un peu... Je me suis aperçu au fil du journal que c'était le monde entier, le pays des paradoxes. Et la culture, pour moi, ce n'est pas que la culture créative. C'est-à-dire, c'est pas que le théâtre, la littérature, l'art. La culture, ça commence quand on se parle au bistrot. La culture, c'est le lien social. Je dirais que la culture, c'est la République. Et qu'en France, là, j'ai discuté avec des gens qui font un festival très gentil, et les gens confondent l'identité, qui pour moi est une chose personnelle, l'identité de groupe, c'est quelque chose d'extrême droite pour moi. Moi, je pense qu'on est 1 + 1 + 1, et que le plus, c'est les idées. C'est avec des idées qu'on se regroupe. Et que le groupe existe parce qu'il y a des individus, et non pas l'inverse. Donc, ce que je me préparais à faire dans ma tête, et c'est ce que, pour le moment, j'ai réalisé la première phase, c'était démarrer un journal qui donne une analyse culturelle de ce qui se passe sur cette zone,
non pas factuel, parce que je n'en ai pas les moyens, on ne peut pas investiguer, je n'ai pas de vrai journaliste, mais que par la culture, j'arrive avec un objectif qui est caricatural, à être dans les toilettes, qui est le grand salon de lecture de tout le monde, et sur la table de nuit de madame, ou du compagnon qui choisit les sorties, puisque c'est souvent la personne affectée à ce rôle-là qui choisit les sorties. J'ai dit, si j'ai ça, j'ai déjà la confiance de l'électorat, je vais pouvoir passer un message. À la fin de la première phase, c'était séparer le journal entre la culture créative et la culture sociétale. La première partie du journal, qui est beaucoup plus importante, c'est avant l'agenda. Ça, c'est tout ce qui concerne les activités culturelles. La deuxième partie, c'est ce qui est sociétal. Et là-dedans, c'était traiter des sujets qui nous intéressent, nous, l'équipe. C'est le droit des enfants, le droit des femmes, le droit des migrants, les droits de l'homme en général, enfin les droits humains, l'innovation par rapport à l'effondrement. En évitant les sectaires qui sont dans des sectes rabbistes ou autre chose. Bon, c'est pas mon truc, c'est juste savoir comment on peut éviter à nos enfants de payer la Mercedes qu'on s'est achetée. Puisque c'est à peu près le cas en ce moment, on s'est acheté une énorme voiture et on va laisser à nos gosses tout le poids dessus et en plus l'effondrement. Donc c'était un peu ça l'objectif. Je pense qu'on a réalisé l'objectif, on est leader en culture sur le Sud-Est. On est un espèce de label de qualité parce que le journal est fait aussi sur une mode très particulière. Pour des raisons techniques, j'ai pas pu payer les premiers pigistes parce qu'ils ont des métiers réglementés. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit d'écrire en étant payants sans demander la permission. Soit ils sont fonctionnaires, soit ils travaillent dans des sociétés où ils s'occupent de patrimoine ou autre chose. Donc j'ai pris l'habitude de ne pas régler les pigistes, de ne pas travailler avec des journalistes, parce que malheureusement, ceux que je rencontrais faisaient des jeux de mots à 2 balles en faisant Jones. Ils pensaient que le journal était Jones, et je ne comprenais pas du tout. Et donc, en fait, je suis arrivé à quelque chose, c'est que c'est la diversité qui fait le lien avec le lectorat. C'est-à-dire que j'ai des articles de qualité très très différente et très inégale. Ça ressemble un peu à un petit bout d'humanité, et les gens s'y retrouvent parce que c'est pas formaté. Je voulais aussi la maquette. Il y a eu un changement quand j'ai quitté Nice Matin. Au départ, c'était un A4. Et quand j'ai quitté Nice Matin, on s'est retrouvé avec quelque chose de très bizarre. C'est que je me suis aperçu qu'en faisant un tabloïd, je multipliais la capacité que j'avais d'écriture sans perdre l'argent. C'est-à-dire, je ne demandais pas. Je vendais de la surface et non pas des quarts de page. Donc, ce qui veut dire qu'une pleine page A4, c'était une demi-page dans le tabloïd. Ça m'a permis de, mon Dieu, gérer mon économie normalement et surtout d'avoir énormément plus de place pour le rédactionnel. La maquette elle-même est aussi quelque chose qui fonctionne, parce que moi je travaille surtout sur les défauts, parce que je crois qu'on aime les gens pour leurs défauts, pas pour leurs qualités. On attend tous les mêmes qualités, mais c'est les défauts de quelqu'un qui nous attache à lui. Et donc je voulais toujours travailler pour que la sauce soit ratée. Il ne faut pas oublier que je fais une sauce tomate que tout le monde adore, mais elle est un peu brûlée, elle donne un goût de caramel. Le goût de caramel, c'est l'humanité, c'est la différence entre les gens, c'est cette diversité. C'est surtout des passionnés qui maintenant sont devenus de vraies signatures dans certaines disciplines. Ça a été des anciens stagiaires qui restaient, ça a été des gens que j'ai rencontrés sur des manifs culturels, ça a été des gens qui étaient des potes aussi. Et on est dans quelque chose qui ressemble un peu à une coopérative, quoi. Voilà, c'était ça. L'idée, c'était faire une coopérative et donner une analyse culturelle, d'après nous, avec du lien social de ce qui se passait autour de nous. Voilà. Alors l'économie de la Strada, c'est quelque chose de particulier. Moi, je tenais surtout à ce que ça soit pas un fanzine. Et j'ai dit, si je fais quelque chose, on va passer direct, on va jouer, on va être petit budget de première division. On va travailler normalement. Premièrement, il y avait 2 choix. Soit, il y a plein de petits journaux comme ça qui sont la Bible des téléramesques, dirais-je. Et donc, on vend entre 3 000 et 5 000 canards. On le fait un peu cher à 10 balles et on s'en sort. Bon, pourquoi pas. Et moi, ça restreint la diffusion et surtout, ça ne donne pas de poids politique. Donc, ce que je préférais, c'était déjà que ça soit gratuit parce que je préférais que les gens, au lieu de mettre 10 balles dans mon canard, ils aillent plutôt s'acheter une pièce de cinéma ou une place de théâtre. Donc, on ne peut pas payer plus cher le programme du cinéma que la projection du film. Donc, ça, c'était ça. Deuxièmement, avoir un gratuit avec le nombre, me donner un poids que les autres n'ont pas. Troisièmement, c'était fuir la commission paritaire, parce que j'ai eu beaucoup de problèmes, parce que mon canard est considéré comme récréatif, n'a pas droit à des subventions de presse, n'a pas droit à une commission paritaire, il y a eu plein de problèmes. Et je me suis aperçu qu'en même temps, être pris avec un couteau sous la gorge par le distributeur officiel,
C'était emmerdant. Donc je voulais faire ma distribution moi-même. Alors qu'est-ce que j'ai fait? On a monté la boîte de distribution, comme tous les gratuits, parce que le papier, une fois que vous l'avez édité, vous en êtes possesseur et vous savez où il est distribué et comment. Le site, c'est pas pareil. Vous êtes dépendant de Zuckerberg, monsieur Google, monsieur machin. Alors que là, c'était la liberté. C'est pour ça que je suis fan vraiment du papier. Et donc, là, ça vient de la pub. Et toutes les institutions culturelles, vous savez, qui ont les moyens, sont contentes d'avoir des insertions et d'avoir les rédactionnels qu'il y a. Ils ne sont pas commandés parce que je vends bien sûr pas les rédactionnels, je vends que l'espace publicitaire. Avec une théorie très simple, qui est la théorie un peu des quotidiens locaux, c'est que quand une mairie prend une pub, c'est tout simplement pour dire à son public, c'est moi qui ai fait ça. J'estampille la politique. Moi, je ne cite pas les élus, les choses comme ça, c'est à eux de le faire, ils ont des pavés pour ça, c'est fait. Les commerçants qui vendent des places, moi, j'ai pas le droit de faire de la pub pour ça, ils le mettent dans de la pub. Il n'y a pas de pub de marque dans mon journal, c'est que de la pub culturelle, c'est-à-dire que même la pub est informative pour les gens. Ils voient où est-ce qu'ils peuvent commander des billets, ils voient où est-ce qu'ils peuvent aller, ils voient où sont les lieux, tout est dans les pubs, et dans les articles, il y a le complément, c'est-à-dire le contenu. Le but des articles n'est pas d'être un indicateur spectacle. C'est là où c'est un tout petit peu bizarre ce que je fais. C'est que quand vous travaillez beaucoup, même si vous aimez le théâtre, vous y allez 2 fois, 3 fois dans le mois, mais pas plus. Si vous voulez savoir ce qui se passe en théâtre, moi je vous dis ce qu'il y a sur les plateaux. Je vous montre aussi des gens qui émergent, par exemple. Et donc vous savez ce qui se passe dans ce que vous aimez. Il n'y a pas que les spectacles pour aller acheter des places. Ça, c'est un indicateur spectacle, c'est pas ce qu'on fait. Notre propos, c'est d'être un vrai média culturel. Je regrette avec mon âge d'avoir fait le choix de faire un journal parce que c'est un travail d'astreinte incroyable. Il faut éplucher des centaines de mails tous les jours. J'aurais fait un magazine, c'était beaucoup plus simple. Je choisissais des thématiques avec l'actualité et c'était peinard. Mais donc l'économie, il n'y a aucune subvention. Et j'ai même eu des problèmes à cause du ministère de la Culture qui n'est pas capable d'appliquer l'exception culturelle et sportive, qui ne sert pas qu'à protéger le cinéma français du cinéma américain, mais qui explique que quand on met l'adresse d'un théâtre ou l'adresse d'un stade de foot, c'est pas pareil que mettre l'adresse d'un restaurant au bas d'un article. C'est pas de la publicité, c'est une information. Ils n'ont pas appliqué, il y a eu un procès très compliqué, j'ai mis 4 ans pour m'en sortir. J'avais été balancé par des âmes guilleresques et très humaines, et je m'en suis sorti. Et donc on a un statut très particulier, nous travaillons avec un sauf-conduit, où on admet que j'édite un titre de presse avec ma société, mais on ne le nomme pas. Parce que moi, je ne fais pas l'information politique générale, étant donné que je ne fais pas un gratuit qui est fait par un grand groupe. Et d'ailleurs, ces membres de grands groupes figurent à la commission paritaire, ce qui est formellement interdit, puisque les gratuits n'ont pas droit à la commission paritaire. Voilà. Après, je parlerai aussi en même temps de l'indépendance de la presse. Je marche sur de la pub et je suis plutôt de gauche. Et les gens me disent « Ah, la pub, c'est horrible ». Non, c'est de la pub informative, il n'y a que de la culture, donc je fais rien de mal. Par contre, pour les indépendants de gauche qui vont demander en tant que directeur de publication toutes les années une subvention au ministre, je me demande où est l'indépendance de la presse française. Ça me fait doucement rire quand on sait comment ça fonctionne. Donc ça, c'est un scandale dont personne ne veut parler parce qu'on est sur des choses... sur des concentrations, et d'ailleurs, personne ne parle de ça. Comment ça se fait que 8 éditeurs ont la majorité de tous les médias? Comment ça se fait qu'un seul éditeur a la 51% de toute l'édition de livres françaises? Même les Américains qui sont que capitalistes, ils ont quand même une loi antitrust et anti-concentration, on l'a pas en France. Je trouve ça hallucinant. Donc tout ça fait que, bien sûr, l'analyse culturelle, elle est compliquée à livrer. Les éditos... et la couverture sont des choses particulières. Je fais des éditos assez salés, qui sont une espèce de petite revue de presse rapide, de ce qui me semble vraiment pouvoir mettre les gens en alerte, sans être didactique. Je me prends pas pour un prof, mais dit plutôt comme au bistrot, avec toujours une couverture qui est sucrée. Parce que quand c'est pas bon, vous savez, on met dans la confiture le médicament pour les enfants. C'est pareil pour les lecteurs parce qu'ils sont déjà assez stressés, ils n'ont pas besoin qu'en plus ça les agresse. Donc moi, ma provoque, c'est d'être sucré et de dire des choses très dures, et à côté de pouvoir mettre en avant des gens qui ont des solutions, parce qu'on a vraiment des gens là exceptionnels. Et ça peut correspondre pas au sucre, mais ça, c'est doux. Donc c'est cette espèce de paradoxe, puisque là aussi je le cultive, dans le pays qui est le pays des paradoxes, en donnant ce qu'il nous semble être l'essentiel. Moi, je suis un paradoxe vivant. J'ai été formé en fac de droit, j'ai une maîtrise de droit public, et j'ai pas passé mon DESS de com parce que j'avais un concert ce jour-là, mais on va dire que c'est mon niveau. Moi, j'ai appris une chose, c'est que la République est un état d'esprit.
c'est une culture. Il y a des principes intangibles qui sont des principes historiques. Nous avons le préambule de la Constitution, nous avons l'Assemblée nationale et le président de la République. C'est la nation française et le peuple. Donc là-dedans, il me semble que nous sommes réunis par des idées que nous devons avoir en commun. Après, on peut ne pas être d'accord sur la manière de les gérer, on peut être de droite, de gauche, du centre d'ailleurs, c'est pas le problème. Mais il y a des fondements qu'on ne peut pas mettre en doute. Ces fondements, ils sont culturels, parce qu'ils font appel à l'histoire, à des usages. Ça n'empêche pas qu'ils puissent récupérer d'autres cultures et d'autres choses, parce que moi, il n'y a pas assimilation ou intégration. C'est tout simplement qu'un assemblage de cultures et non pas d'identité. Et donc pour moi, la culture, oui, c'est le fondement de notre société républicaine. J'irai même plus loin. J'ai du mal à lire Rousseau, parce que je trouve un peu pénible, mais je trouve même bizarre que les gens soient écologistes. Je ne pense pas que l'homme est au centre de tout, parce que l'homme au centre de tout, c'est les libertariens. Ma notion de la liberté, c'est la défense des droits humains. Donc je ne peux pas dire n'importe quoi. Je n'ai pas le droit d'agresser les autres. Ma liberté s'arrête à celle des autres. Et je suis uni aux autres par des idées communes qui, pour le moment, me conviennent à peu près. Je dirais que ça convient à 40% de mon idéal. La République est une caricature de ce que pourrait être quelque chose qui est peut-être plus de la gestion des communs, qui serait plus coopératif, qui serait plus à gauche certainement, mais la République c'est déjà pas si mal. Et je pense que nous ne sommes plus en République puisque les gens confondent l'identité et la culture. Nous n'avons pas d'identité nationale, nous avons une culture républicaine. Et tant que les gens penseront qu'ils ont une identité dans telle vallée ou dans tel truc, ils n'auront rien compris. Je veux dire, et les politiques culturelles qui sont territoriales arrosent une population qui habite à ce moment-là sur le territoire, de n'importe quelle origine soit-elle. Donc on n'a pas de notion de quelle origine, de quelle identité on a. Et la culture est une pratique, ce n'est pas une identité. Elle peut s'enrichir, elle peut s'appauvrir. L'identité, elle est ce qu'elle est. Elle ne bougera pas, je suis le fils de tel homme et de telle femme, je suis le cousin de telle personne et le père de telle personne. C'est ça mon identité. Et j'habite à tel endroit. Mais mon identité, c'est pas ma culture. Ma culture, elle peut changer demain, je l'espère, j'espère ne pas être têtu. J'espère pouvoir encore m'enrichir malgré mon grand âge. J'ai deux remarques. Sur les métiers culturels, cultureux, on va dire. J'ai remarqué que dans aucune chambre de commerce en France, il n'y a de métier de la culture. Pourtant, nous avons les métiers du cinéma et nous avons les métiers de l'informatique. L'informatique n'est pas un domaine en lui-même. L'informatique est un domaine transversal, parce qu'il y a des gens qui ont besoin de digital en médecine, il y a des gens qui ont besoin de digital en distribution, des gens qui ont besoin de digital dans l'épicerie. C'est hallucinant que ça soit un domaine. Le cinéma est un truc qui a à peu près un peu plus d'un siècle. Le théâtre a 5000 ans. C'est le plus vieux média du monde. Les métiers du théâtre ne sont pas dans les chambres de commerce. Première remarque, donc comment on traite la culture chez nous? Le drame, c'est que la culture, même de création, est un domaine transversal. C'est qu'un ministre de la Culture s'occupe des contenus, il ne s'occupe pas des contenants. C'est-à-dire qu'après, il faut aller voir le ministre du Travail qui, lui, ne comprend pas ce que c'est un métier de la culture. Donc ça devrait être un ministère transversal comme le ministère de la Ville. La culture, au sens où je l'entends, elle est très très maltraitée. Premièrement, on a, moi je dirais, un pauvre type qui est un bon banquier, mais qui est loin de savoir gérer un groupe humain, qui nous a dit qu'elle n'était pas essentielle. Et je me suis permis de dire au maire de Nice que si ce monsieur qui n'avait même pas été président d'une association dans sa jeunesse ne pouvait pas gérer un groupe humain, étant donné que pour les gens qui ont fait du droit public, la culture, c'est le fondement de la République, puisque la République est une culture. Si elle n'est pas essentielle, on est avec quelqu'un qui ne comprend pas dans quel pays il vit, et qui ne comprend pas nos traditions, et qui ne comprend pas ce qu'est la liberté non plus. Donc à partir de là, c'est très grave. Comment est-elle traitée? Je dirais qu'en ce moment, nous sommes dans l'abrutissement de masse. On a une chaîne comme CNews, qui ne devrait pas pouvoir émettre, puisque dans le cahier des charges des chaînes d'information continue, il n'est pas autorisé d'avoir une orientation générale. Les journalistes peuvent avoir leurs idées, mais il faut arriver à une neutralité. On a une chaîne d'extrême droite, un éditeur d'extrême droite, et ça c'est permis. Donc on voit bien qu'en ce moment, on réduit, et ce monsieur, qui a d'autres chaînes d'entertainment, est en train de baisser tellement le niveau qu'on s'aperçoit qu'à l'heure actuelle, les gens sont passés de 800 mots par jour à 500 mots. Quand on n'a plus de mots à mettre sur la vie, naît la frustration. De la frustration naît la violence. Et donc nous sommes dans un pays où notre vrai patrimoine, c'est la culture. On est en train de se le faire piller par les gens qui ont des majors d'informatique, c'est-à-dire les États-Unis ont largement pillé la France. On se méfie énormément des Russes et de Wagner, mais les Américains, ça fait longtemps qu'ils nous ont volé notre identité personnelle et nos données.
Et donc, je ne comprends pas à quel niveau culturel on est. Alors, je vous donne des exemples que je développe dans mes éditos. Nous allons multiplier par 3 sur les 7 ans à venir le budget de l'armée. Ok, on a peur, on veut se défendre. D'accord. Imaginons qu'on gagne la guerre avec toutes ces armes. Notre ennemi, que ce soit Poutine ou un autre, aura bien bombardé la France. Donc, pour gagner la guerre, il faut aussi que la population française, elle reste nombreuse. Où sont les abris ? Deuxième chose, je vois qu'il y a des incendies, je vois qu'on va filer plein de choses, enfin on investit sur les startups et tout. Il y a 22 Canadair, il y en a 14 qui marchent, les mecs se tuent tellement ils travaillent, on n'a pas pensé à les réparer ni à en acheter. Et pourtant, on sait qu'il y a le réchauffement climatique et qu'on est dans la merde. Paradoxe encore. On n'a pas assez d'eau sur le continent. Il y a trop d'eau dans la mer parce que c'est en train de nier des îles et de les gommer. Ah ben, on ne veut pas prendre de l'eau de mer parce qu'il va rester de la saumure. Mais il y a plein de gens qui n'ont pas de sel dans le monde entier, puisque ça a été une raison de guerre dans le passé. On pourrait bien donner le sel à ceux qui n'en ont pas et récupérer l'eau pour la boire ou éteindre les incendies. Ce n'est pas fait. Donc je ne comprends pas que dans une région, par exemple, où on a 300 jours de soleil par an, et bientôt 350, vu qu'il ne pleut jamais, qu'on ne fasse pas d'électricité avec du solaire et qu'on veuille nous mettre une centrale atomique au nom de l'indépendance énergétique, alors que nous n'avons pas d'uranium en France. Et qu'en été, on n'a pas assez d'eau pour refroidir les réacteurs nucléaires et que la moitié des réacteurs sont dangereux. Donc je ne comprends pas ces paradoxes qui ne sont ni de droite ni de gauche. J'ai des enfants, ça m'inquiète énormément pour mes gosses. C'est ce que je dis. On a acheté une énorme Mercedes, elle marche déjà pas très bien, mais l'addition, on la laisse aux gamins. Ce n'est pas possible. Ça, ce n'est pas possible. Je ne suis pas un intégriste, je ne suis anti-rien du tout, à part... Bon, chez nous, il n'y a pas d'extrémistes de droite. Il n'y a pas non plus de fondamentalistes. J'insiste, j'ai même pas de problème avec les intégristes. Moi, c'est les fondamentalistes qui m'emmerdent. Ceux qui pensent que leur religion est la meilleure. Qu'ils soient athées ou pas, il n'y a pas de religion la meilleure, c'est une pratique. Tant que cette pratique ne dérange personne, on ne fait pas chier les gens. Et ce que je ne comprends pas, c'est que, grosso modo, en ce moment, il y a des raisonnements complètement abscons qui viennent de gauche et de droite. Les gens se battent sur un terrain de football qui a été prédéterminé, je ne sais pas par qui. Mais le problème est ailleurs. Le problème est largement ailleurs, voyons. Là, on le voit bien sur la retraite, c'est la considération du travail. Et même chez les marxistes qui sont productivistes, pour un gauchiste comme moi, ce qui compte pour moi, c'est le travail, pas la production. Parce qu'il y a des gens qui font du travail, qui est utile à la société, qui ne produit rien. Parlons des enseignants, parlons des médecins, et parlons des gens qui sont psychiatriques et qui ont le courage d'aller au psy tous les mois, prendre leur cachet, pas nous faire chier. C'est un travail aussi qu'ils font sur eux. C'est une économie parce qu'ils ne sont pas un souci. Donc c'est pas reconnu tout ça. Donc, on n'a plus la valeur du travail. Et on a mis en place, sous Sarkozy, un truc incroyable, cette espèce de méritocratie. Non, le travail, ça sert à construire un groupe social et à y participer, et éventuellement à gagner sa vie. Donc, c'est pas qu'un gain. Donc, c'est tout ça, la conception qu'on peut avoir de la culture. C'est cette chose-là, quoi. Alors, moi, je dirais... Au stade où on en est, dans l'urgence où on est, c'est un peu comme hériter d'une vieille maison pourrie. Alors on dit, on ne fait pas du neuf avec du vieux. Ben, nous, on est obligés. Donc on est obligés parce qu'il y a une population qui a des traditions, qui va accueillir une population qui a d'autres traditions. Moi, je mise sur ces autres traditions et cette mixité pour rénover un peu la maison, pour avoir plus de force vive et pouvoir rappeler, à l'occasion de l'arrivée de gens qui ne connaissent pas nos traditions, rappeler aussi à ceux qui vivent ici quelles elles sont. Nous ne sommes pas royalistes, comme le dit le mec qui fait le chauffage de salle pour Zemmour. Nous sommes républicains. La République, c'est une chose. Et nous sommes dans une république démocratique. Nous ne sommes pas comme aux États-Unis, dans une démocratie républicaine. Eux, ils ont oublié de lire pas mal de gens, Robespierre, Saint-Just et plein de gens. Donc, ce que je veux dire, c'est, pour rebâtir ça, il faudrait repartir sur les basiques. Je trouve qu'on a un problème avec l'histoire chez nous. Il y a ceux qui veulent péter des statues. Moi, je fais partie des gens qui pensent qu'il faut laisser la statue de Napoléon, mais il faut marquer le nombre de gens qu'il a fait tuer en bas. Il fait partie de notre histoire, on doit l'assumer. On a eu un Adolf Hitler. L'histoire du code Napoléon qui était super, il s'est contenté de pomper le code romain avec du droit canonique et d'améliorer ça, il n'a rien inventé. Hein. Je veux dire, ça existait déjà avant. Et donc ce que je veux dire, c'est que moi je ne suis pour rien gommer dans notre histoire, à tout assumer, parce que justement si on se met à assumer, ça va être une ouverture énorme, et l'assumer de manière républicaine. Et je me demande pourquoi en ce moment on ne remet pas ces basiques. Ces basiques ont été confisquées. Donc pour moi, il y a un problème d'éducation en France.
la baisse des mots. J'avais vu un documentaire sur Canal+, qui m'avait énormément plu. Deux vieilles dames enseignantes disaient des choses très valables. Je suis prof d'anglais, et quand je demande de traduire du français en anglais, j'ai de super bonnes copies. Quand je demande l'inverse, ça va pas. Ça veut dire qu'on n'est plus capable d'enseigner le français. Deuxièmement, une autre qui disait, moi quand j'explique aux mecs qu'il y a deux cums qui se battent pour une meuf qui est vraiment bonne, ils comprennent. Ça s'appelle le CID. Et ce qu'ils ont besoin, c'est que je leur montre une embrouille qu'ils ont tous les jours en bas de leur immeuble avec d'autres mots. Je ne veux pas leur faire du rap à l'école. Ils en écoutent toute la journée. Je veux leur montrer que leur préoccupation, elle est juste, mais qu'il y a des gens qui parlent différemment, avec la même langue. Donc là, on est sur les mots. On a un problème avec le langage, on a un problème avec la curiosité, on a un problème avec l'entertainment et la culture. L'entertainment, c'est pas forcément la culture. On s'aperçoit en ce moment qu'il y a des centaines de milliers d'emplois sur les jeux en ligne. Ouais, les jeux en ligne, ils servent à être infiltrés par les fachos et puis par les puissances étrangères qui diffusent de la connerie. Ça, les gens s'en rendent pas compte. Les mecs sont déjà prêts à faire la guerre. Les Ukrainiens, par exemple, ils peuvent bien se battre parce qu'ils jouent beaucoup à Call of Duty. Est-ce que les gens s'aperçoivent qu'en ce moment, une télécommande de PS4 ou PS5, c'est les manettes qu'on a dans les chars américains, et quant à la Xbox, c'est exactement avec ça qu'on téléguide un drone dans l'armée, et ça leur parle pas. Mais tout ça, je pense pas que ces gens le savent. Je pense que les émissions sérieuses d'information sont trop chiantes, et je pense qu'à heure de grande écoute, malheureusement, la diversité noie le poisson. L'ORTF, c'est la voix de son maître. Là, maintenant, c'est la voix de CNews, quoi. C'est un peu ça. Le problème, c'est qu'on n'est pas foutu de mettre, à heure de grande écoute, des vrais documentaires. Il y a des journaux télévisés qui essayent, mais c'est trop court. Et donc, on ne met pas en perspective. Les gens ne comprennent pas ce qui se passe. Ils ne comprennent plus ce qui se passe. Ils ne comprennent pas ce langage emprunté qu'il y a à la télé. Ils ne comprennent plus l'infantilisation. Ça a commencé sous Hollande, et après, il y a eu Sarkozy. Ou avant, c'était « qu'est-ce qu'elle veut, la France ?» Alors, la France, elle veut. On parle petit nègre. On prend les gens pour des idiots, on les infantilise. C'est leur faute si c'est pollué. Il faut qu'ils trient les bouteilles. Alors qu'on sait très bien que les HLM flottants, si on supprime les gros porte-containers et les paquebots de croisière, on a déjà supprimé un tiers de la pollution mondiale. Les avions, c'est la même chose. Donc il y a une culpabilisation et une infantilisation. Et je pense malheureusement, et là, bon, même si je fais ça avec des couvertures sucrées, que comme tout le monde commence à comprendre, que tout le monde s'énerve, ça sera grand temps de les envoyer à la guerre, ces mécontents. Ça fera disparaître, à chaque fois qu'il y a une guerre, c'est ça. Ça calme les mécontents, parce qu'il n'y a que les pauvres qu'on envoie au front. Voilà. Alors pour la culture sociétale, vu les manques qu'il y a, elle a besoin d'un squelette qu'on ne rappelle jamais, c'est ce que j'appelle les basiques, et ce squelette peut permettre d'écarter le spectre. Il y a un élu qui a fait un bouquin sur « La culture nous sauvera », moi je ne veux pas polémiquer, j'ai abandonné de lire à la moitié puisqu'il parlait toujours de civisme. Le civisme, c'est respecter la loi. Moi je parle de citoyenneté. Parce que dans la citoyenneté, il y a la politesse. On ne peut pas faire des lois pour la politesse. On ne peut pas faire des lois pour les mœurs. Il y a un état d'esprit. Et là, il y a un problème avec ça, c'est que tout simplement, c'est plus transmis. Donc, c'est pas que de l'instruction civique. Et c'est pas de la morale. C'est juste que le vouloir vivre commun, cher à Ernest Renan, n'est-ce pas ? Et ça, c'est important, c'est le vouloir vivre commun. C'est pas pouvoir vivre ensemble, c'est vouloir vivre ensemble. Donc, pour savoir comment les gens veulent vivre ensemble, bêtement, il faudrait leur demander. Et ça, on ne leur demande jamais. Et il n'y a pas assez d'activités citoyennes là-dessus. Bien entendu, ça va poser un problème. Beaucoup de gens parlent de démocratie directe. Si on vit en démocratie directe, ça va bouffer de leur temps de loisir. Le problème, c'est qu'on est dans quelque chose de tellement grave qu'il va falloir se bouger le cul pour qu'on décide vraiment et arrêter de se plaindre. C'est le problème de ce qui m'intéresse, moi, de la coopérative et de l'autogestion. Quand on passe de salarié à patron, on n'est pas tranquille à la nuit, des fois. Ouais. Alors, il faut savoir, il n'y a pas d'enfoiré là-dedans. Il n'y a pas un patron à foirer, machin. Mais le problème, c'est être concerné. Et la citoyenneté, c'est quelque chose d'important. C'est pas le civisme. Ça va beaucoup plus loin. C'est une manière de vivre. Et ce que je pense, c'est qu'en éducation, à l'heure actuelle, normalement, pour moi, un élève, c'était apprendre. Il y a la transmission, c'est l'enseignement. Transmission de connaissances. Mais comme on parle d'éducation nationale, la volonté du départ, c'était aussi d'apprendre aux gens à vivre ensemble. Donc, c'est pas une éducation civique, comme pensent certains extrémistes de droite. Non, c'est une éducation. Comment on fait pour vivre avec les autres ? Ce n'est plus fait. Alors les gens n'ont pas le temps, il y a peut-être des problèmes structurels, mais je ne vois pas beaucoup de gens qui en parlent, ni à gauche ni à droite. Et si on ne fabrique pas des apprentis citoyens, on n'aura pas des citoyens.
Et on a des gens qu'on a abrutis, qui ont moins de mots pour parler, qui ont peur pour leurs enfants, qui deviennent violents, qui ne savent plus où voter. Et voilà. Ils ne savent même pas comment ça marche, la France, quoi. Et on ne sait pas d'ailleurs si elle marche normalement avec un type qui pense que la culture n'est pas essentielle. Pour la manière de parler aux gens, j'ai vu un prof d'éthique médicale de la Sorbonne sur une émission que je trouve excellente. C'est Ce Soir, Karim Rizouli, qui est énorme. Donc dedans, ce prof dit un truc, et là ça m'a ébahi. Il dit, nous avons un type qui veut diriger la France qui ne comprend pas à quoi sert un corps constitué. Alors pour être didactique, un corps constitué, c'est aussi bien une asso sportive qu'un syndicat, qu'un parti, qu'autre chose. On ne peut pas avoir Big Brother qui explique à 66 millions de personnes ce qu'ils ont à faire. Dans un pays civilisé, il y a des gens qui se regroupent par assos et tout. Il aurait tellement été plus facile de faire passer des informations pour le Covid par là. Bon là déjà, il y a un manque culturel énorme. Le mec, il ne sait pas ce que c'est une démocratie ou la République. Deuxième observation faite dans la même émission. J'ai une sociologue qui explique à un policier, qui est un peu brutal mais quand même ouvert. Elle lui dit, mais vous savez, quand il n'y a pas de leader et que vous avez une manif comme les Gilets jaunes, il faut parler à la foule. Et le mec, il regarde toute l'assemblée sûr de lui et dit, ah ouais, comment on parle à une foule? Elle lui dit, alors il y a plusieurs méthodes. Vous pouvez prendre une quille de chantier et parler dedans, ou sans ça, si vous avez un mégaphone, c'est encore plus facile. Elle lui dit, parce que quand vous chargez, les gens, ils n'ont pas entendu que vous chargez. C'est pour ça qu'il y a des blessés. Le mec, il en est à ce stade-là. C'est pas un idiot, il est gentil, il essaye de faire son boulot. Mais c'est grave, quoi. Donc comment on fait? Ouais, on ne sait plus parler aux gens. Parce qu'à l'heure actuelle, vous voyez par exemple le buzz. Le buzz qui est un impact marketing. Quand on fait du marketing politique ou culturel, c'est la même chose. On essaye de provoquer une adhésion à quelque chose, pour faire un ciment dans un groupe. Être juste sur de la notoriété, ça ne crée pas un ciment. À l'heure actuelle, on vend la politique sur une tête d'affiche, comme des petits pois. On ne provoque pas d'adhésion. On fait facile. On a du buzz. Mais le buzz, c'est quelque chose qui est compulsif, mais qui n'a rien à voir avec de l'adhésion. Donc à l'heure actuelle, même en culture, on voit bien que les produits qui marchent le mieux, c'est de la merde qu'on a vendue, mais qui a de la notoriété. Oh, il a fait 4 millions de vues sur YouTube, c'est super. On n'en a rien à foutre. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'il y a un mec qui va plaire à 200 personnes, un autre à 2 millions, bon, mais on a des capacités de fédération qui sont plus petites, c'est tout. Mais il n'y a pas de hiérarchie là-dedans. Mais il parle aux gens. Là, en ce moment, on n'a pas des gens qui parlent aux gens. C'est ça la marque aussi. Donc on a un problème, on a un gros problème, surtout ici, moins au Canada, bizarrement. On est sur la marque, on est sur du logo, on n'est que sur de l'image. On n'apprend pas à analyser l'image à l'école, pas de cours de sémiologie. Les gosses se prennent entre 4 et 8 heures d'images dans la gueule, ils ne savent pas les interpréter. C'est des mots, les images. Et ce qu'on a oublié, c'est que, bon, moi je fais partie des gens, moi je suis fan d'un mec qui s'appelle Korzybski, qui a inventé un truc qui s'appelle la sémantique générale. Des générations entières ont vu un instituteur leur montrer la carte de la France, c'est-à-dire la France. Et non, la France, on a les pieds dessus. Ça, c'est la représentation de la France, ça s'appelle une carte. Et cette erreur-là, elle fait d'énormes erreurs à l'arrivée. Donc, on est presque esclave. On pense des choses qu'on peut dire. Comme le nombre de mots qu'on emploie diminue, on pense de plus en plus petit. Puisqu'on ne peut pas dire, on n'est pas bon à le dire. Par contre, les images disent des choses, mais on ne sait pas ce qu'elles veulent dire. Parce que nous ne raisonnons pas en base d'un zéro comme un ordinateur. Nous avons le toucher, la vue, le son et les lettres. Ça fait beaucoup. Donc on n'est pas en base d'un zéro. On s'exprime avec une base d'expression qui est excessivement importante. Et à l'heure actuelle, il se passe quelque chose, et mon Dieu, je sais que c'est très ringard que je dis ça, l'intelligence artificielle doit nous soulager de notre choix, parce qu'elle étudie notre comportement. Soulager des gens du choix, c'est leur supprimer des libertés. Et je trouve ça hallucinant. Donc, à l'heure actuelle, on n'apprend pas à faire du calcul mental parce qu'on a droit à la calculette. On n'apprend pas à avoir des références historiques parce qu'il y a Google. Cette espèce de chose qui nous rend dépendants de la machine fera qu'un jour, la machine déclenchera elle-même. C'est un peu le docteur Folamour. Puisque ça va très vite, il faut qu'on ait une machine qui réagisse face à une machine. Donc, on va se faire péter la gueule parce qu'on n'est pas foutu de prendre nos responsabilités. Donc, tout ça, ça vient du langage. Les gens, on ne sait plus leur parler, on ne sait plus organiser des feedbacks. Et de plus en plus, d'ailleurs, ils pensent que les feedbacks servent à rien. Combien de panels a créé notre président dont le travail n'a pas été lu ou écouté? On a eu les cahiers de doléances, les cahiers des Gilets jaunes, on s'en bat les tentifs. On a eu, là, récemment, sur ce qui est écologie, la même chose, ça n'a pas été écouté. Et on arrive à quelque chose qui, pour moi, est très grave. C'est qu'on a des gens qui descendent dans la rue qui disent « je fais pas de politique ». C'était le thème des marcheurs aussi. On a des gens qui, là-dedans, bien sûr, il y a des gens de gauche dans les Gilets jaunes. Mais je suis désolé, moi je viens d'un quartier populaire, vraiment des HLM et de bas.
des gens des HLM qui étaient là-dedans, il n'y en a que très très peu. Parce qu'en fait, il y a plein de gens qui nous expliquent ce que c'est être pauvre. Ils sont gentils. Mais nous, on est dans la merde, on le sait ce que c'est être pauvre. On n'a pas besoin qu'on nous l'explique, on voudrait des solutions. Parce qu'on n'y arrive pas. Donc en ce moment, c'est les clans, les religions qui clivent dans les quartiers parce qu'il n'y a plus de république. Et donc en ce moment, on utilise par exemple la police, au lieu de l'utiliser pour notre sécurité, c'est une police républicaine, on l'utilise pour le maintien de l'ordre. Dans notre constitution, c'est l'armée qui est pour le maintien de l'ordre. Donc on a des slides sémantiques à chaque fois. Et aussi, la plus grave des choses, c'est que je trouve qu'il y a deux partis. Nous avons Macron avec Le Pen, c'est toujours le petit combat habituel, on est habitué, maintenant c'est la série qu'on connaît tous. On parle la novlangue, celle de 1984. Donc depuis Hollande, on sait que le travail rend libre. Je rappelle que c'est le portail des camps de concentration. Le travail n'épanouit pas, je suis désolé. La guerre en Syrie, c'est pas la paix. La guerre, c'est la guerre. Donc on est en train d'inverser tous les mots. Déjà que les gens n'en ont pas beaucoup. Si on en change le sens et qu'on massacre avec ça, ça y est, on ne sait pas leur parler. Même pire que ça, on dévoie la manière de leur parler. Ce qui fait qu'ils ne peuvent plus répondre à des questions qu'ils ne comprennent pas. Alors dans la Strada, il y a plusieurs problèmes. Il y a le passage au digital. Pour moi, ça a été une découverte, le digital, où je dois, moi, savoir comment utiliser le site et me mettre à la place du lecteur, alors que quand je lui donne un plan image qu'il peut feuilleter, il fait comme il veut. Ça m'emmerde. Il faut qu'il ait une prise de courant. Mais c'est pas grave. Moi, le site m'intéresse pour une chose, c'est qu'on peut diffuser du son et des images mouvantes. À partir de là, oui, c'est une valeur informative, parce que je suis très frustré de parler de musique et qu'on ne puisse pas l'écouter. Je suis très frustré qu'on ne puisse pas écouter les interviews qu'on a faites. Je suis très frustré qu'on ne puisse pas voir comment c'est un musée, comment c'est dedans. Oui, ouais, voilà. Bon, ça m'intéresse pour ça. Le virage digital a été très, très difficile, parce que les gens qui font de l'informatique sont plus au courant des conditions générales d'utilisation de leur logiciel que de la loi, et surtout de loi humaine. Ils n'ont aucune notion de la sociologie. Ils ont des notions ergonomiques, mais ce n'est pas des notions sociales. Donc ça a été déjà un bordel. On a eu le Covid, toute la merde financière et tout. Donc notre truc, c'est maintenant d'ouvrir sur le digital sans, on va dire, gommer le print, parce que je pense que le papier, c'est notre liberté. On le distribue, c'est-à-dire on le produit, on le met où on veut. Les gens l'ont dans la main. J'ai personne qui m'empêche de diffuser, donc ça va. Donc l'ouverture, ça va être ça. Ça serait, mais je suis un peu âgé, je ne sais pas si j'aurai la pêche, avoir une petite chaîne de télé, de radio indépendante, puisque j'aime le son et l'image, pour en fait donner quelque chose de multimédia différent, avec la même analyse. Et donc ça me force, j'ai 64 ans, à dire que ce que je cherche, c'est un investisseur qui a la même éthique que moi, parce que le journal, bien sûr, c'est les gens qui sont ici et qui le font. C'est nos pigistes, sont bien plus jeunes que moi. Il y a quelques vieux comme moi. C'est aussi la petite équipe qui est ici, qui est payée. Et essayer de dire, on va continuer ça. Pour moi, continuer et faire ce dont j'avais parlé, c'est un magazine que je vais continuer jusqu'à ma mort, de portraits, de personnes, d'événements ou de lieux, pour toujours pouvoir parler et laisser ce journal à des gens plus jeunes qui pourront le développer. Voilà. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Parole Donnée. Vous pouvez nous suivre sur notre site et nos réseaux sociaux et nous soutenir via notre page Tipeee. À la semaine prochaine.